Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce énième numéro de votre matinale du bonheur. Et comme tous les jours, je suis heureuse d'être avec mon Marco de compagnon. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à Vous étiez tous. aux abonnés absents ce week-end. Qu'est-ce Oui, qui s'est passé? parce que j'ai passé mon temps à m'abreuver donc de tout ce qui est bon, de repos. C'est bien de se reposer afin d'être vraiment très efficace à vos côtés parce que vous êtes très cher à mon très cher cœur. Il faut se reposer et surtout planifier les naissances. Marco? Oui, planifier les naissances, surtout que ça fait du bien à l'économie. Justement, ce sera le thème de notre dernière ligne droite aujourd'hui, lundi, parce qu'on parle économie avec ses différents démembrements, mais aussi on aura beaucoup d'autres choses à arpenter tout au long de cette émission. Et une très belle jeune dame qui est là. Je suis sûre que le week-end, on a eu le même programme parce que là, nous sommes dans les mêmes couleurs. Fatim Djedje. Bonjour Fatim. Vous êtes toutes belles comme toujours. Même programme que Fatim, mon Dieu, j'imagine. Hein. Toutes de rouge vêtues. Ça a été quoi le programme le week-end? Passionné, passionnant, passionnel. Un message subliminal par rapport à la Saint-Valentin? Voilà. Bah oui. Ça promet. Et on se le partage pour la Saint-Valentin? Je ne crois pas. Pourquoi? The boy is mine. Ok. Vive le Tchad. Alors, bonjour. Oh mon Dieu. On commence avec la titrologie. C'est parti. Bonjour à tous, je porte plainte contre Marcelin pour diffamation au niveau du Tchad. Je vous souhaite, comme dit la chanson à lundi, au soleil. En attendant, prenons la température de la situation socio-économique et politique du pays. Et la première une, c'est bien sûr celle de Fraternité Matin. À l'occasion de l'investiture du nouveau président du Libéria, le chef de l'État, Alassane Ouattara, se rendra à Monrovia aujourd'hui même. Au sujet de l'annexe fiscale 2018, le gouvernement poursuit les échanges avec le secteur privé, nous dit donc la couverture. À la une maintenant du nouveau réveil, les mots de Jean-Louis Billon. On ne peut pas parler du RHDP et exclure des membres. Pour l'instant, la priorité, ce sont les élections et non le parti unifié, a-t-il affirmé. Autre sujet, après sa sortie contre le PDCI et le président Bédié, Adjoumani répond à Joël Nguessan. Vous trouvez donc l'article dans l'édition du jour. L'expression maintenant, titre, affaire, j'ai refusé de tuer Ouattara. Comment Lida Kouassi veut noyer le poisson, les dessous d'une vraie fausse révélation. Au sujet des municipales au plateau, Sawignon répond à ses détracteurs, je suis né ivoirien, je n'ai pas à me justifier. On parle aussi de la commune du Plateau, mais cette fois-ci à la une de Notre Voix. Le maire actuel, Akossi Benjo, présente ses réalisations. Mais le principal titre, vous le voyez certainement à l'image, concerne la condamnation et le mandat d'arrêt contre Gbagbo, les dessous d'une peine à relent politique, nous dit la couverture. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire est en une de Jeune Afrique. Un quart de siècle après la mort du vieux, ses descendants continuent à se disputer son héritage politique et aussi, mais surtout financier. Jeune Afrique lève le voile sur les secrets d'un clan mythique, d'où le titre Oufouette, enquête sur une famille en or. J'aurai l'occasion durant la semaine de vous décortiquer ces articles. Et on va finir avec la une de votre hebdomadaire des faits divers, Allopolis, qui affiche donc un crime inqualifiable, un jeune ligoté et enterré vivant à Dabou. On en parlera dans la semaine et on retrouve aussi le portrait de l'immense Roger Fulgence Cassi, 29 ans après, full, toujours vivant. En tout cas, dans nos cœurs et nos esprits. On se retrouve tout à l'heure pour le détail des articles avant le journal, c'est lundi. Merci beaucoup à vous, Fatim Djedje. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, c'est le 22 janvier 2018. Mesdames et messieurs, bienvenue. Qui a dit que le mois de janvier ne filait pas à bientôt la fin de ce fameux mois? Et on dit qu'en février, c'est l'année qui est lancée avec beaucoup de promesses à l'horizon. J'espère que vous avez vraiment fait le plein de bonne humeur, que vous vous êtes amusés. Parce que franchement, c'est ça aussi la vie, s'amuser, se faire plaisir aux autres. Et puis, si vous avez trop accéléré, trop consommé et que vous êtes en mode détox, ça tombe bien, la gym est là et vous aide. On y va.
Bonjour Nancy, bonjour Marco, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie en ce début de semaine. Aujourd'hui, on va faire plein de petits mouvements pour justement vous mettre en forme pour attaquer toute cette semaine d'exercices toniques. Allez, on va faire 10 dans chaque sens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte et on descend là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À plus grande amplitude là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on tend les bras tout droit. Petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On croise. 1, 2, 3, 4, 5. Les bras restent bien tendus. 7, 8, 9. Ok, on part directement au mouvement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore, on roule les bras là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, courage Flora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3. Allez, marque plus vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on souffle, on relâche les bras. Allez, on reste là, toujours en mouvement. Ok. On va repartir encore, on va enrouler les bras encore. Une dernière fois. On fait 20 de chaque sens. D'accord? Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettez de la force. 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Levez bien les coudes. 4, 5, 6. Pas les coudes là. 7. Plus haut. 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Courage. 7, 8, 9. Ok, on souffle. Allez, on relâche encore les bras. Ok, Marc, ça va? Ok. Alors, chez vous aussi, j'espère que ça va. D'accord? Cette fois-ci, on va lancer le bras là pour donner des coups de poing. D'accord? Avec à chaque fois une rotation du torse. D'accord? Allez, on y va. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayez de nous suivre sans temps de repos. D'accord? Seulement l'effort aujourd'hui. On souffle qu'on souffle. Allez, courage. Chez vous à la maison. Allez, on frappe. Toujours plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À gauche ou à droite. Pas. Super. Allez, toujours rotation du torse. Marc, on change. Allez, on change la position du pied, Marc. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Dernier 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, lorsque vous faites ce mouvement-là, vous serrez bien votre sangle abdominale, d'accord? De sorte à ce que vous travaillez en même temps vos abdominaux.
Donc à chaque fois, lorsque vous devez donner des coups de poing à gauche et à droite, ok, vous faites de belles rotations pour travailler en même temps vos abdominaux. J'espère que vous avez aimé ce travail des bras aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. Allez, ciao! Coach, il nous a montré comment démolir le trop-plein de graisse au niveau des bras, tout ça. Ouais, mais à Marco, mais Marco, lui, il préfère un autre exercice. Il préfère démolir la graisse au niveau des jambes, c'est ça? Oui, c'est justement l'exercice qu'on a fait. Voilà. Oui, beaucoup de cardio. Voilà. Et puis vélo. Mais c'est pas de ça que je parlais, parce que vous aimez les jambes. Je ne sais pas de quoi parler. Attention, allez, on y va. Parlons de démolition, parce que là, on parlait de démolition au niveau du trop-plein de graisse, mais du côté de Cocody, ce week-end, il y a eu une démolition du côté du marché de Cocody. On y va. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. And when I wake, you can't break my spirit. Voilà, ça fait... Il y a un pincement au cœur, mais bon, c'est selon des informations recueillies, il y a donc une autre une infrastructure qui va se mettre en place pour vraiment plus de modernisation de cet espace-là, avec bien sûr un volet social qui est prévu selon ce qu'on nous dit à la mairie. C'est pour faire en sorte que cet endroit-là soit un peu plus bien organisé. Effectivement, voilà. Et c'est également pour des raisons sécuritaires. Absolument. Parce que c'est très très dangereux. Vous êtes en plein milieu de la route avec les voitures, les accidents, tout ça. C'est pour prévenir tout ça que ce marché-là a été démoli. Et bien sûr, vous aurez un autre lieu qui va vous accueillir. Déjà, quand vous passez, vous voyez qu'il y a vraiment du boulot qui a été fait déjà. On sent que franchement, les choses sont devenues de plus en plus organisées et plus modernes de ce côté-ci, de la cité de M. Ngon Aka Mathias, qui, je le rappelle, est le maire de la coquette et sympathique commune de Cocody. Il y a toujours de l'espoir dans la vie, il y a toujours le retour des choses. Il y a des personnes, des personnalités qui font beaucoup pour leur communauté. Joueur internationalement reconnu qui met sa célébrité, qui met ses moyens, qui met son aura et son charisme au service des populations. Monsieur Didier Drogba, excusez du peu, donc offre une école primaire à tous ceux qui viennent de Didier Vie, précisément à Kokou Kwamekro, et c'était tout simplement émouvant. Extrait. Kokou Kwamekro, village de la sous-préfecture de Galébré dans la région du Go. Ici, l'activité principale qui occupe les villageois est l'agriculture, notamment la culture du cacao, du café et de l'EVA. Dans ce village de 4000 âmes, que de difficultés. La voie d'accès au village est impraticable. Mais pire, le village ne dispose pas d'eau potable ni d'électricité, encore moins de centres de santé. Actuellement, on n'a pas l'eau potable. On a seulement qu'une seule pompe. Pour ce gros village, ça ne suffit pas. Quand ça tombe en panne, bon, heureusement, il y a le fils du chef qui a été formé pour ça. Donc, quand la pompe est en panne,
ils font les cotisations et puis ils payent les pièces nécessaires pour réparer la pompe. Moi, ça doit mettre des jours, ils vont au marigot, à la source, pour vraiment puiser de l'eau. En plus de ces difficultés, il y a encore un autre problème non moins important, l'éducation. Les enfants parcouraient environ 10 km de pistes pour se rendre à l'école dans un village voisin. Pour régler le problème, il y a 6 ans, voici l'école que les villageois ont pu construire. Des baraques équipées de tables-bancs de fortune qui servent de salles de classe. Vraiment, c'est déplorable. C'est un cas déplorable parce que, vraiment, regardez un peu le bâtiment, la cabane dans laquelle nous travaillons. Il faut ajouter à ces conditions précaires d'apprentissage la sécurité. Située à la lisière du village, à proximité de la broussaille, les enseignants et les élèves de cette école sont quotidiennement exposés aux reptiles. Un jour, j'étais en train de faire le cours, il y a un reptile qui est rentré et ça a semé la panique, tout le monde est sorti et vraiment, d'autres même là, ils ont eu des coups, des blessures. Les 3 enseignants, tous des bénévoles, ont en charge 2 classes chacun. Malgré l'absence d'un vrai salaire à la hauteur du travail qu'ils abattent, ils ne s'en plaignent pas. Comme c'est le travail, vraiment, on le fait avec. Ce calvaire des élèves va bientôt prendre fin. Et l'atmosphère qui règne dans le village ce jeudi nous le démontre clairement. Les populations ont sorti leurs plus beaux vêtements et les troupes de danse se font entendre. Dans les cuisines, les femmes s'affairent à concocter les meilleurs mets. Le village doit accueillir du beau monde. Aujourd'hui, c'est la remise officielle de la nouvelle école primaire construite par la Fondation Didier Drogba. Pour la réalisation de cette œuvre, la Fondation a bénéficié du soutien de la Fondation ICI, International Cocoa Initiative et le chocolatier Nestlé. C'est à bord d'un hélicoptère que le donateur Didier Drogba est arrivé à Pokou Kwame Kuro. Après la libation et les bénédictions d'usage pour implorer la manne des ancêtres, place au discours. Pour nous, la construction des écoles dans les zones éloignées et difficiles d'accès est le moyen le plus sûr et efficace pour contribuer à la lutte contre le travail des enfants dans les communautés cacaoyères. Les enfants, vous allez entrer dans l'histoire comme les premiers élèves de la première école Didier Drogba au monde. C'est une école moderne qui vient d'être offerte aux populations. Elle comprend 7 classes, dont une classe de maternelle, un bureau pour le directeur, une cantine, des latrines, un terrain de sport et 2 logements de 4 pièces chacun pour les enseignants. Pour Didier Drogba, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Voir aujourd'hui cette école sortir de terre, c'est vraiment une fierté. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Avoir même l'école et le site, mais je me suis retrouvé quelque part, soit à Cocody. Parce que tellement que c'est bien construit, c'est bien fait. Le footballeur international ivoirien a profité de l'occasion pour prodiguer de sages conseils aux enfants. Soyez de véritables champions à l'école. Parce que pour devenir le futur directeur général ou pour devenir une future star, ça passe par le travail. Heureuses, les populations de Pokou Kwame Kuro l'étaient. Elles l'ont démontré à travers les danses auxquelles s'est joint le bienfaiteur. Après la remise des présents aux invités d'honneur, Didier Drogba a participé à un petit match de football avec les enfants du village. Un moment convivial que les populations de cette localité n'oublieront pas de sitôt. Ok. Voilà, très très belle ambiance hein, dans le Go, dans un village qu'on appelle Pokou Kwame Kuro. Franchement, magnifique, magnifique. Et ça fait du bien, hein, Serge Dakouri, ce genre d'image-là. Bonjour à vous. Ça fait du bien, parce que le caractère social quand même de la star Didier Drogba est à signaler. Quand vous êtes une icône du football mondial et que vous faites poser des actes de ce genre, vraiment, l'école, l'éducation, la santé, eh bien, mettre leur image au service de cela pour les populations. C'est vraiment à saluer. C'est assez à saluer. Parce que ne et c'est à multiplier. Oui, à multiplier. Pas, et on le dit si bien, qu'il ouvre une école,
ferme une prison. Donc c'est à l'initiative de tout le monde. Magic System a commencé, aujourd'hui Didier Drogba, demain Marcelin Govoy, Nessi Ndri, pourquoi pas Marcelin Govoy, de Tiemeleko, de Mbato et de Sakassou pour Nessi. Voilà. Ok. Allez, en attendant, on va se rassurer que sur les routes, tout va bien. C'est le point. Le point route. On y va. Et on commence où? Par le Latry. Par le Latry. Qu'est-ce qui se passe du côté du boulevard Latry? Ça circule tout doucement. Mais Marco, ce week-end, on a eu un point de Lozère. Vous imaginez, depuis le 1er janvier jusqu'au 15, on a eu 1458 accidents qui ont été enregistrés. C'est ahurissant, c'est aberrant. Qu'est-ce qui se passe? On donne pourtant tout le temps des conseils. Et je vous dis souvent que je dis aussi que dans ces statistiques de Lozère, il y a une grande partie qui dépend de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la vitesse et aussi ne pas négliger ou sous-estimer nos éléments de visibilité. Et il y a des moments propices aux accidents. Hein. Des fois, c'est tôt le matin ou des fois, on est seul sur la route, on pense qu'il n'y a rien. Et c'est là qu'il faut redoubler d'attention. Deuxième tronçon maintenant, c'est le boulevard Lagunaire au pied de l'immeuble Djekanou, tout juste en face de cette magnifique lagune qui vraiment fait la beauté de notre capitale administrative et économique, Abidjan, avec les voitures qui ont commencé petit à petit leur balai sur l'asphalte. Et le boulevard Lagunaire qui retrouve son lustre d'antan, parce que dans les années précédentes, c'était plus du tout beau à voir. Maintenant, ça fait plaisir de se balader là avec une très belle odeur, une agréable odeur. Maintenant, on se met au garde à vous parce qu'on va sur le pont général de Gaulle. Et ça circule tout doucement, la population sort, chacun va vaquer à ses différentes occupations. Ça fait plaisir de voir que les Ivoiriens ont repris le goût du travail. Ok. Trècheville nous appelle, la cité de Zassa affiche sa sérénité dans le calme parce que bon, l'image est figée, mais on peut voir que quand même, il n'y a pas de trafic pour cette heure de la journée. Allez, on va terminer avec des échanges du côté de... De l'échange. Aujourd'hui, c'est échange. Hein. Ça échange, les voitures échangent entre elles. Il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup plus d'échanges que d'habitude. Voilà, tout doucement. Donc, vous avez eu plus ou moins une idée de ce qui se passe sur nos routes. Donc, à vous de choisir la meilleure pour vous rendre à vos différentes activités. À chacun son tronçon. À chacun son tronçon. Allez, on va emprunter maintenant, on va poursuivre avec le tronçon du sport. Sur la route du sport, nous avons un monsieur qu'on appelle Serge Dakouri. Vous avez déjà écouté donc, sa belle voix et sa verve par rapport à l'élément sur Didier Drogba. Avec lui, on va parler de tout ce qui rythme l'actualité sportive aujourd'hui. Jingle. Bah oui, c'est à vous, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, quel est le menu? 3 éléments seront au menu de foot du sport ce jour. On va commencer par les sports de main. Lapsus révélateur, il aime beaucoup le foot. Bien entendu. On va commencer par les sports de main, d'abord avec le basketball en Côte d'Ivoire. Le week-end, c'était la 4e journée de basketball en Côte d'Ivoire. Et bien pour ce championnat, retenez que l'affiche essentielle, c'était les 2 grands de ce basketball ivoirien, aussi bien au niveau féminin qu'au niveau masculin. C'était donc l'opposition entre ABC, Abidjan Basket Club, opposé au club sportif d'Abidjan-Trècheville, dirigé par M. Koulibaly Mahama. Retenez pour l'essentiel que dans ces 2 empoignades, aussi bien en hommes qu'en dames, eh bien c'est l'ABC qui a eu raison de son adversaire de jour. En dames, l'ABC a gagné d'1 panier le CSA 55 à 53. Et au niveau des hommes, alors là, la différence a été plus grande, puisque l'ABC s'est imposé 94 à 38. Wow. C'est pour dire qu'il y a même un fossé entre les hommes et au niveau de l'opposition homme dans ces 2 clubs. Retenez qu'il y a eu plusieurs matchs, mais les matchs les plus chauds, le choc était donc cette confrontation ABC face au CSAT. C'était du côté du Palais des Sports de Trècheville, rénové pour les besoins de la cause. Au jeu de la francophonie, vous savez que nos installations étaient donc rénovées. Et donc, ça faisait plaisir à voir. Une belle salle de basket. C'est glamour. Glamour. C'est sexy. C'est dire quand même que bon, l'État a fait des efforts pour les infrastructures sportives. C'est à saluer. Et donc, on a assisté à de belles empoignades de basketball. On continue dans les sports de main, mais cette fois-ci du côté du stade Sampro de Marcory pour parler de volleyball. C'était l'ouverture de la saison en volleyball, aussi bien en dames qu'en hommes. Eh bien, l'ASEC Mimosa a tenu quand même son statut de favori. L'ASEC domine du pied et des mains le basketball féminin, le volleyball féminin. L'ASEC a battu à plate couture l'équipe de Phoenix 3-7 à 0. Au niveau homme, la SOA, les militaires,
ont pris le meilleur sur Beaunois 13-7-0. L'AS Police 37-0. 3-7 à 0. 3-7 à 0, 25-23. L'AS Police aussi a battu Phoenix 3-7-0 et l'INGS a disposé de Sun. Tafiré, qui est une ville de l'intérieur, a une belle représentation et a battu aussi Port-Boué. Donc il y a eu du volleyball, du basketball en Côte d'Ivoire, en sport de main ce week-end. Et on va terminer par... On va terminer par le football avec bien entendu l'actualité dominante, c'est le CHAN, la Coupe d'Afrique des locaux qui se déroule du côté du Maroc où 4 villes sont en attraction pour recevoir 16 nations africaines depuis le 13 janvier dernier, Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, nos éléphants locaux n'ont pas été à la hauteur dans la poule B du côté de Marrakech. Et ça vous étonne? 2 matchs, 2 défaites. C'est étonnant. Bon, je le dirais parce que c'est étonnant, parce qu'à l'édition précédente, en 2016, du côté du Rwanda, à Kigali, la Côte d'Ivoire est terminée sur le pied du podium, 3e. Mais le problème en Afrique, c'est que quand vous avez des joueurs de bonne qualité dans un CHAN, l'année d'après, les recruteurs sont dans les trucs et donc les joueurs émigrent vers l'Europe. Et donc l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'est présentée au Maroc est venue avec un seul rescapé de l'édition 2016. Oula. Il y a eu ça même beaucoup de joueurs inexpérimentés, ce qui n'explique pas quand même cela. Il faut être honnête. Il faut être honnête, ce qui n'explique pas cela ce qui n'explique pas cela parce que les meilleurs de notre championnat après 13 journées sont partis. 6 joueurs de la SEC, d'autres du Sporting Club de Gagnois, ceux de Tanda et tout. C'était donc un bloc composite avec l'entraîneur Kamara Ibrahim qui connaît bien le championnat pour aller. Le premier match, on le perd contre la Namibie dans les derniers instants sur un coup franc où il y a une mauvaise synchronisation entre les défenseurs et le gardien de but. Le deuxième match face aux Chipolo-Polos Boys de Zambie, là c'était une différence de niveau. Parce que les Chipolo-Polos ont en leur sein des équipes, des joueurs locaux et des équipes qui sont habituées à jouer dans le dernier carré des compétitions africaines, comme le Zesco United, Zanaco FC ou Dynamo Power. Eh bien on a été dominé par un monsieur qui nous a traumatisés. Il s'appelle Kabaso Moulenga. C'est le joueur de Dynamo Power. Il nous a marqué 2 buts. La Côte d'Ivoire a été battue au premier match comme au deuxième. Alors ce soir, il y a le dernier match pour l'honneur face au Luganda. Parce qu'on sait que déjà dans la poule, on connaît déjà les 2 qualifiés. C'est la Zambie et la Namibie qui vont continuer l'aventure. Pour le reste, retenons qu'en la poule A, le pays hôte, le Maroc, a obtenu son ticket avec 2 victoires éclatantes et aussi une surprenante équipe de Soudan qui a aussi fait 2 victoires. Et donc, voilà un peu pour le reste. On peut donner des qualifiés. Il y a la Zambie, il y a le Maroc, le Soudan, la Zambie et la Namibie, et le Congo-Brazza. Dans le groupe C, on est indécis parce qu'il faut attendre les derniers matchs pour voir qui va accompagner les autres qualifiés, les 5 qualifiés déjà, après 2 matchs. Merci beaucoup à vous, Serge Dacoury. Merci. On va aller maintenant à la revue de presse au pas de course parce qu'on n'a pas assez de temps. Fatim Djidje nous attend. On y va. On commence avec l'intelligent d'Abidjan, Fatim, une interview d'André Silver Conan. Et oui, le journal s'interroge sur la situation à Bouaké. Et selon ASK, la ville de Bouaké est la principale victime de la rébellion, étant donné qu'elle a servi de quartier général à celle-ci pendant près de 10 bonnes années. La rébellion a inoculé dans le corps social de cette ville un venin nocif qui la paralyse sur les plans spirituels et moral. Elle a libéré en de nombreuses personnes un esprit de soulèvement et un recours systématique aux armes et à la violence pour régler des problèmes que la raison où l'intelligence aurait suffi à régler. Alors comment peut-on sauver Bouaké? Toujours selon André Silver Conan, il faut une catharsis de choc alliant solutions structurelles et civiques. Sur le plan structurel, Bouaké doit bénéficier d'un véritable plan Marshall. Ce matin, la presse s'intéresse à la commune du Plateau à Abidjan. Selon l'expression hier, le président directeur général de Vaudou, Fabrice Awignon, a réuni ses sympathisants à Sofitel, Hôtel Ivoire. Il a passé divers aspects de sa vie en revue, dont sa nationalité, qui serait utilisée par certains détracteurs. Alors je le cite, « Mes 2 parents sont d'origine béninoise. Je suis né le 18 janvier 1972 à Abidjan. Le droit de sol a été abrogé le 21 décembre 1972. Je suis donc né ivoirien puisqu'en 1972, le droit du sol était encore en vigueur en Côte d'Ivoire. » Et d'ajouter, je n'ai pas à me justifier, personne n'a à justifier sa nationalité. Notre voix, lui, s'intéresse à l'actuel
maire du plateau, Akossi Benjo. Des journalistes ont visité donc vendredi dernier l'espace de divertissement et de repos Nelson Mandela et le quai fruitier. Alors, concernant le premier projet réalisé à 80%, il ne reste que la pose du buste de Nelson Mandela et quelques ajustements. Et ce projet d'un coût d'1 milliard de francs CFA sera livré en mars-avril et ce sont plus de 300 emplois qui seront donc offerts aux jeunes. Et on finit, Fatim, avec le récapitulatif de la semaine écoulée. Et oui, cette semaine, le peuple était dans la rue. Regardez, le 14 janvier, la Tunisie célébrait le 7e anniversaire de la révolution de Jasmin qui a conduit donc à la chute du président Ben Ali. Depuis le début de l'année, les Tunisiens manifestent à nouveau leur colère contre l'augmentation des prix. Direction maintenant le Chili. Ces policiers arrêtent une manifestante venue protester contre la visite du pape François. Le pays a été secoué ces dernières années par de nombreuses affaires de pédophilie impliquant des prêtres catholiques. Au Venezuela maintenant, les forces de l'ordre, après une opération des forces spéciales qui s'est soldée par la mort d'Oscar Pérez, l'un des opposants les plus farouches à l'actuel président Nicolás Maduro. Alors cet ex-membre de la police scientifique, devenu pilote puis acteur, avait lancé en juin dernier des grenades sur la Cour suprême et tiré sur le ministère de l'Intérieur. En France, à Notre-Dame-des-Landes, des activistes de la ZAD, c'est-à-dire la zone à défendre, célèbrent l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe de l'abandon du projet de construction de l'aéroport du Grand Ouest. On poursuit avec des images insolites en Turquie, plus précisément dans le nord-ouest du pays. Un avion s'est embourbé dans une falaise lors de son atterrissage et aucun passager ou personnel de bord n'a été blessé lors de cette impressionnante sortie de piste. Malheureusement, ça ne se finit pas bien pour le prochain cliché en mer de Chine. Le pétrolier iranien Sanchi en flammes au large des côtes chinoises et l'incendie a ravagé le navire qui a ensuite sombré. Il n'y a aucun survivant parmi l'équipage. Et on va clore ce chapitre avec cette image insolite en Israël. Une nuée d'étourneaux passe au-dessus d'un village. C'est une jolie photo d'Amir Cohen pour Reuters. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite d'émission et à demain si Dieu le veut. Et merci à vous, belle robe rouge. Hein. Vraiment, les réactions pleuvent sur #, Matin Bonheur. J'imagine. Hein, depuis le Tchad et un peu partout dans le monde. Fatim, JJ. Tchombalbaï. Allez, merci beaucoup. On continue avec l'actualité. Cette fois-ci, Hamza Diaby qui est là, il est prêt. Mais avant, quel temps fait-il à Abidjan? C'est la météo. Sous la présidence de M. Maurice Kwako Bondama, le ministère de la Culture et de la Francophonie organise cette traditionnelle rentrée culturelle le jeudi 25 janvier 2018 à 9h à l'INSAC, Cocody, Cité des Arts. Au programme, animation artistique, bilan des activités de l'année 2017 et perspectives, présentation de vœux au ministre, hommage à l'inspecteur général, le grand artiste plasticien James Oura. Personnel du ministère de la Culture et de la Francophonie, acteurs du monde des arts et de la culture, vous y êtes tous attendus. Contact. L'art et la culture nous rassemblent. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi matin. Aujourd'hui, en début de matinée, du nord à la limite sud forestière, on aura un ciel quelque peu brumeux et presque dépourvu de nuages. Sur le sud, après un début de matinée relativement nuageux, le ciel s'éclaircira progressivement, faisant place à de belles éclaircies. Les températures au lever de ce jour, notons 26 pour Abidjan, la ville d'Adiaké nous donne 25 degrés, 24 pour Bandoukou, 23 degrés à Boaké, 24 pour Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 pour le Go, 23 à Korogo, la minimale de 20 enregistrée dans le Tompi, 21 degrés pour Odiéné, 24 à San Pedro, 26 à Sassandra, 25 pour Tabou et 24 à Yamoussoukro. Aujourd'hui après-midi, les vents chauds et secs d'Harmattan attendront le littoral avant de se replier dans le sud forestier en milieu ou en fin d'après-midi. Ainsi, l'on aura sur le littoral des sensations de vent sec avec de l'humidité sous un temps relativement ensoleillé. Dans le reste du pays, le temps restera brumeux, chaud et sec. En
y va pour les températures de notre après-midi. Abidjan affichera 32 degrés, 31 pour Radiaké, 34 degrés pour la ville de Bandoukou, 35 à Boaké, 34 à Daloa, 35 degrés pour Lundi, 34 dans le Go, la maximale de 35 relevée à Korogo, 32 degrés pour la ville de Mans, 35 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, 31 à Sassandra et à Tabou et 33 pour Yamoussoukro. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le mauvais état des infrastructures routières est une préoccupation pour le gouvernement. Amédée Kofi-Kwaku sollicite l'implication des élus locaux. Il a échangé récemment sur le sujet avec les maires du district d'Abidjan. Le ministre des Infrastructures économiques les invite à s'investir davantage dans l'entretien des infrastructures routières. On en sait plus avec Francis Boifo. Cette rencontre, la première d'une série. C'est que le gouvernement veut faire des élus locaux du district d'Abidjan des partenaires dans la sensibilisation des populations à l'entretien des infrastructures routières et d'assainissement. Le chef de l'État et le Premier ministre ont donné des instructions pour que la plupart des routes de la ville d'Abidjan soient réhabilitées. Donc c'est ce travail qui est en train d'être fait. Il y a un certain nombre de tâches qui reviennent aux collectivités. Nous les avons conviés à cette réunion, de sorte que nous puissions donc échanger pour voir comment est-ce que ces problèmes d'entretien des routes, de curage des caniveaux, de construction anarchique sur les caniveaux, tous ces problèmes-là puissent être réglés. Beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts viennent d'être réalisés par le gouvernement pour donner plus de bien vivre aux populations, donner une meilleure mobilité à l'ensemble des Ivoiriens avec toutes ces infrastructures qui sont réalisées. Il nous appartient de prendre aussi nos responsabilités pour faire reculer l'incivisme. En tant que maire, nous prenons l'engagement, au niveau de l'UVIC aussi, de rassembler tous les élus. Lancer un appel à l'ensemble des élus pour que chacun joue son rôle dans le développement de notre pays. En attendant, le gouvernement poursuit ses efforts de réhabilitation des voiries urbaines à travers le district d'Abidjan. Le défi est grand au regard de la dégradation des routes et des problèmes d'assainissement. Le Shoal and Shoot, vous connaissez peut-être, c'est la maladie du cacaoyer, une maladie dont l'ampleur préoccupe le Conseil du café cacao. Cette année, l'instance veut intensifier la lutte contre cette maladie. Elle promet de mener des actions pour traquer le mal dans l'ensemble des zones de production du cacao sur tout le territoire ivoirien. Mais comment reconnaître le Shoal and Shoot? Quel est son impact et quelles solutions pour son éradication? Élément de réponse dans ce document signé Noël Niaïno. Les vergers de cacao de Soubré, Vavoua, Bouaflé, comme ceux de l'ensemble des autres zones de production de Côte d'Ivoire, sont menacés par la maladie du Shoal and Shoot. Alors le Shoal and Shoot est une expression anglaise qui signifie gonflement des rameaux. Et le symptôme caractéristique de la maladie, c'est un gonflement de rameaux. C'est une maladie qui affecte le verger cacao, qui les détruit. C'est exactement en 2003 que le CNRA, sur l'indication de l'ANADER, a confirmé la recrudescence de la maladie en Côte d'Ivoire. Un mal qui s'est installé du fait de la méconnaissance de la maladie par les producteurs. Je surveille la plantation de mon papa, ça fait 17 ans.
Bon, arrivé à un certain moment, j'ai vu que la production de mon papa était abaissée. Et on ne savait pas qu'il y avait un problème de maladie. Donc nous, on se disait que non, c'est les cacaoyers qui ont vieilli. Donc on prenait les cabosses et puis on faisait les pépinières, on replantait en bas. Mais l'année qui suit, on trouve que les jeunes plantes qu'on a replantées, tout est mort aussi. Il n'y avait pas de solution. Au départ, moi, je ne pensais pas sur la maladie du Shoulin Shoot. Moi, j'ai dit que comme je produisais beaucoup, que c'est mes voisins qui sont venus envoûter ma plantation. Corollaire de cet état de fait, la survenue de facteurs de propagation. Nous avons entre autres facteurs, justement, les échanges incontrôlés des matériels végétaux en milieu paysan. Vous savez que les producteurs, ils ont cette habitude d'échanger du matériel entre eux. Mais ce faisant, si des cabosses partent d'un champ déjà infecté à un autre champ indemne de la maladie, eh c'est une façon accidentelle d'introduire, n'est-ce pas, les cochenilles qui sont les vecteurs de la maladie. Il y a, n'est-ce pas, l'utilisation de matériel végétal non sélectionné que plusieurs producteurs continuent d'utiliser. Et ça aussi, ça peut être à l'origine de la prolifération de la maladie. Il y a également, justement, l'insuffisance des entretiens. Donc, il y a le désherbage qu'il faut faire régulièrement, mais aussi les traitements phytosanitaires. Conséquence, la menace est permanente avec un taux de prévalence de 9%. Quant à l'incidence socio-économique, elle est édifiante. Il y a une baisse de production de 25% la première année, de 50% la deuxième année, et à partir de la troisième et quatrième année, vous allez assister complètement à la destruction complète du champ. À chaque année, la production descend. De 8 tonnes, on vient à 5, 4 et quelques. L'année passée, j'étais à 1 tonne, et cette année, je me retrouve à 300 kilos. Le début, on trouvait 2 tonnes 600, 2 tonnes 500. C'est revenu à 2 tonnes. Bon, actuellement, cette année, la grande session, là, on a gagné 600 kilos. Bon, depuis 90, en tout cas, la plantation se portait très bien. Où là, je faisais au moins 7 tonnes, 8 tonnes en une seule récolte. 2 ans après, j'ai commencé, la première année, 8 tonnes, j'ai fait 8 tonnes. La deuxième année, c'était plus que ça encore. Maintenant, c'est au niveau de la troisième année où j'ai commencé à avoir les pieds morts. Allez, ça a commencé à diminuer, ça fait 4 tonnes. Cette année-là, j'ai fait seulement que 15 kilos. Le Conseil du café cacao, prenant la pleine mesure du danger, a décidé de circonscrire le mal. Il a donc mandaté le CNRA, Centre national de recherche agronomique pour la recherche, et l'ANADER, Agence nationale de développement rural pour le conseil agricole. De cela, il est ressorti une étude réalisée en 2008 et actualisée en 2012. Elle a permis d'identifier les foyers d'infection évalués à ce jour à 100 000 hectares, dont 40 000 pour Soubré, Daloa, Vavoua, Bouaflé, classés dans le top 10 de la production ivoirienne. Il faut donc éradiquer le mal, de peur de compromettre le leadership ivoirien pour cette spéculation. Premier producteur mondial depuis des décennies, la production de 2016-2017 est évaluée à plus de 2 millions de tonnes. Que faire et comment le faire? L'ANADER, l'Agence nationale de développement rural, dans le cadre de la mission à lui confiée par le Conseil Café Cacao, a élaboré une démarche. Les premiers éléments d'accompagnement, c'est déjà le scieur qui vient pour arracher gratuitement la parcelle. C'est le conseil qui paye. Après ça, on a les herbicides qu'on prend pour tuer les pieds, les souches. Et donc ça aussi, c'est le conseil qui le fournit. Il y a les rejets de bananes qu'on donne aux producteurs. Il y a le maïs, il y a l'arachide pour certains producteurs et le niébé. Arrachage des plants, l'unique solution pour venir à bout du Shoulin Shoot. Il n'y a pas de médicament. Le seul médicament, c'est l'arrachage. En le faisant, on amène les autres producteurs qui ont déjà des bonnes parcelles à ne plus avoir la maladie. Le point de cette opération d'arrachage indique qu'à peine 20 000 hectares sont traités. Il faut donner un coup d'accélérateur pour freiner ce mal aux effets pervers pour l'économie ivoirienne. À Loboti, dans le département de Sakassou, les jeunes entendent se prendre en charge. Plusieurs d'entre eux se sont lancés dans la culture intensive de maraîchers et ils sont soutenus par le projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire, le Parfassi. Soro Corona et Kwadio Kwame, RTI Boaké.
Récolte collective d'aubergines et de piments. Repiquage de plants de tomates et des piments en pleine saison sèche. Activité des membres de l'association des jeunes du village d'Alouboti pour la production de vivriers de contre-saison. On n'a pas eu ce qu'on attendait parce qu'en ce moment-là, il y avait un abondance sur le marché. Le prix est parti de 25 à 50 francs le kilo. Mais dans ces temps-ci, je sais que ça va marcher. Composée de 80 personnes, dont 90% de femmes, cette association a décidé de s'orienter vers le maraîcher pour mettre fin à l'exode rural. Ces jeunes ont accepté de venir travailler. Ça permet à ces jeunes de pouvoir rester au village pour éviter qu'on appelle l'exode rural. Ça nous a motivés de rester au village, je ne vais plus en exode rural. Depuis 6 mois, cette organisation a bénéficié du PAR FACI, projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Projet financé par le C2D, contrat de désendettement et de développement. Il fallait suffisamment approvisionner le marché, de sorte que les denrées alimentaires ne connaissent pas de rupture sur les différents marchés. Donc, à travers ce projet, il y a des périmètres qui ont été aménagés avec un système d'irrigation goutte à goutte. Si le projet est bien accueilli, la commercialisation de la production reste une difficulté majeure. On n'arrive pas à vendre normalement nos produits parce que notre piste là est très mauvaise. Quand on s'est envoyé les acheteurs, on a dit que la route est mauvaise, donc arriver ici diminue le prix des produits. La difficulté, c'est que le projet est bienvenu, mais il y a le problème de ce qu'on appelle l'irrigation qui pose un peu de problème. C'est que les tuyauteries, l'eau n'arrive pas sur toute la superficie. Et ça demande à ce qu'ils arrosent aussi de temps en temps à la main. Prévu pour s'achever fin mars 2018, les jeunes d'Alouboti comptent poursuivre le projet pour la culture intensive des vivriers et surtout lutter contre l'exode des jeunes vers les villes. C'est le projet qui prend fin, mais ce n'est pas ce qu'on appelle la terre est là. Donc nous allons nous organiser pour continuer le travail et faire venir encore d'autres jeunes qui sont encore en vie, qui ne font rien. La commercialisation et le mauvais état des pistes villageoises ne sont pas les seules difficultés qui plombent la volonté de ces jeunes de s'établir au village et contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Une formation sur les nouvelles techniques culturelles s'impose à ces jeunes. Du côté d'Abengourou, ils sont entre 350 et 400. Ces commerçants touchés par l'incendie d'une partie du marché central. Nombre d'entre eux occupent les trottoirs aux alentours du marché incendié. Ces commerçants sinistrés hésitent encore à s'installer sur le site de recasement provisoire mis à leur disposition par les autorités municipales. Le constat de Jeanne Atoubé. C'est installé ça ici encore. On croyait le marché principal d'Abengourou dépeuplé après l'incendie qu'il a subi. Que non. Ceux dont les magasins et étals ont été épargnés sont restés en place et les victimes squattent le trottoir, notamment les vendeuses de poissons frais et ceux qui tiennent les boxes de matériel et accessoires électroniques. Comme le marché est brûlé, donc nous sommes obligés de venir sur la route et de venir vendre. On voit que ce n'est pas prudent, mais on est obligé de faire avec. Nous sommes tous dans Abengourou, donc si on dit qu'on n'a qu'à participer ou cotiser un peu pour qu'on puisse reconstruire le marché là, on peut le faire 5 francs, 10 francs, c'est l'argent. Je sais que c'est une voie, mais comme il n'y a pas les moyens, comment on va faire là? On doit rester d'abord. Difficile aujourd'hui d'emprunter la voie principale qui mène à la mairie, car le long de la clôture du marché et sur le trottoir en face du côté des supermarchés, des vendeurs et des commerçants se sont établis. Acheteurs, visiteurs et automobilistes se disputent le macadam au risque du danger. Voici le goudron qui n'est pas assez large. Au cours d'un dépassement, peut-être un peu me toucher. Au cas où si j'étais dedans, peut-être venu garer juste au bord. Ça va au moins, la route sera sera pas prise. Nous n'allons pas attendre à ce qu'un autre drame se produise. Donc c'est pour cela je pense qu'il est urgent qu'on trouve une solution palliative pour que la voie soit dégagée. L'occupation du trottoir par certains commerçants sinistrés est l'expression de leurs motivations individuelles et de leur manque d'inclination à rejoindre le nouveau site. Quartier Agnicro. C'est ici, à une centaine de mètres du palais royal, que les commerçants sinistrés seront recasés. Un site qu'ils connaissent bien et sur lequel certains d'entre eux ont même commencé à aménager. Ici et là, des travaux sont en cours ou achevés. Maçons et menuisiers sont à la tâche.
sous le contrôle et la supervision des commerçants propriétaires. Le maire dit qu'il va arranger de l'autre côté. Donc on est obligé de revenir, voir ce qu'il va faire, quoi. Depuis que le marché est brûlé, moi personnellement, là, je n'ai pas travaillé d'abord. Donc c'est un sentiment de joie de venir ici. On veut qu'après avoir construit un nouvel marché, on va partir là-bas. Ben ça là, nous-mêmes, nous tous on a mis dans notre tête que c'est en attendant. La mairie d'Abengourou a identifié entre 350 et 400 commerçants sinistrés attendus sur le site du marché d'Agnikro pour un recasement provisoire. Au cours du conseil municipal extraordinaire du vendredi 12 janvier de cette année, le maire Amoakon Kwaku Banga a invité les concernés par le recasement à dépasser certaines considérations qui pourraient, selon lui, contrarier le processus et faire obstacle à la réhabilitation du marché brûlé. Invitation en réaction à bon nombre de critiques formulées par des commerçants sinistrés. Le problème que là-bas, il n'y a pas courant, il n'y a pas clôture et puis il n'y a pas de bonne douche. Nous, on a des appareils. Même si un client vient, on veut essayer. Là où il n'y a pas courant, tu peux essayer comment, monsieur. Les plans pour le nouveau marché sont déjà prêts. On va prendre en compte les aspects écologiques. Le marché sera entièrement équipé de matériel moderne, de détection incendie. J'invite tous les commerçants du marché central à regagner le nouveau site qu'ils ont choisi eux-mêmes. La mairie d'Abengourou ne cache pas que le manque à gagner en termes de recettes journalières est considérable, sans toutefois donner de chiffres. Malgré l'assurance donnée aux populations par le maire pour la réhabilitation imminente du marché, il y a ceux qui s'en félicitent et les autres qui voient dans les propos du maire Amoakon Kwaku Banga une promesse à des fins électoralistes. Ex-footballeur de légende, George Weah, investi président du Libéria ce lundi matin à Monrovia. Son arrivée au pouvoir ravive les attentes et les espoirs que sa victoire a soulevés, surtout chez les jeunes. C'est la première fois depuis les années 1940 qu'un chef de l'État démocratiquement élu succède à un autre au Libéria. En Afrique du Sud, les hauts responsables de l'ANC sont réunis ce week-end. Au menu, les dossiers courants du parti. Mais l'avenir de Jacob Zuma est sur toutes les lèvres. Le président est sur la sellette depuis qu'il a cédé la tête du parti. Selon les médias sud-africains, même si officiellement le sujet n'a pas été évoqué, il aurait été abordé et l'exécutif de l'ANC se serait résolu à demander la démission du président de la République. Fin de ce journal. Merci beaucoup, Hamza. Merci, Marcelin. Grand footballeur également de son état, Hamza Diaby. Grand footballeur. Non, mais Hamza part pas comme ça. Dites-nous, vous planifiez la naissance de vos enfants? Ben oui, bien sûr. Il y en a qui préfèrent aller à fond sans filtre. Voilà. Moi aussi. Faire des enfants chaque année. Combien d'enfants comme ça vous voulez avoir en tout? 12, c'est bon. D'accord, je suivrai ton conseil. Non, plus le livret, c'est 11 pages. 11 places, ouais. C'est 11 pages, donc il faut le remplir. Merci beaucoup. Et vous-même, Nessie, vous avez commencé assez tôt, donc c'est bon, là, ce sera planifié. C'est bon, il reste un deuxième. Et puis encore bon. 7. Ok, ouais. Ça va. Surtout quand votre mari va vous voir encore la télé, comme ça va le motiver. Merci d'être dans notre compagnie, mesdames et messieurs. Suivez mon regard. Voilà, au sommaire de cette émission, de ce qu'il en reste, en tout cas, on aura bien sûr la thématique qui va nous parler donc de l'impact de l'économie avec bien sûr par rapport au planning familial, population, économie. Vous savez que c'est deux notions qui vont de pair. Nous allons arriver donc à cette étape-là de notre émission. J'aime bien. C'est un grand joueur, mais un grand danseur aussi. La preuve.
Ah ouais. L'anniversaire de Junior, on t'a invité. Bon, qui a te dit la vérité? On m'a pas invité. Je passais ça à moi et tante dit ça à ma voisine. Ça va bien. Je te présente mon mari. Encore? Oui. Mais pourquoi encore? Chauffeur, bonjour. Ça va? C'est toi tu es venu avec le client là. Il a payé? Oui, il a payé. C'est ma quatrième femme. Hein. C'est ma quatrième femme. C'était pour vous dire ça. Il en tenait depuis longtemps, c'est vous. Article 200. Hein? Article 200. Portion 500. Chaud est là! Il n'est pas chaud. C'est quoi ça là? Toi, superposé. Non, il n'est pas chaud. Ça ne te fait pas transpirer. J'aime pas me mêler de la vie des gens. Moi, je ne me mêle pas de la vie des gens. Le jeune là, la dame que vous voyez là, c'est sa copine. Elle sort de... Oui, c'est sa copine, elle sort de prison. Quand Priscille la dégameuse devient la mamie à Tchèque Poisson, il y en a pour tous les goûts et ça explose. Du lundi au vendredi à 20h40 sur RTI 1. Alors on poursuit, votre émission se poursuit et nous recevons maintenant M. Bamba Amara, directeur de cabinet du maire de la commune d'Abobo qui va nous parler de quelque chose de très important, un musée qui est en construction et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Madame Gabrielle Zani est avec nous pour échanger avec lui. C'est l'instant vérité. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Plus d'1 million d'habitants, une vingtaine de quartiers précaires, délinquance juvénile accentuée, routes impraticables, foisonnement de petits commerces, mesdames et messieurs, la commune d'Abobo montre un bien triste visage. Merci. Comment donc redonner un visage reluisant à Abobo, la deuxième commune la plus peuplée du district d'Abidjan? Entre les priorités, monsieur le maire décide d'offrir un musée d'art moderne. Les Abobolais ont-ils vraiment besoin d'un tel édifice? Quel est donc l'intérêt de faire un tel choix? Alors, ça grogne. Mesdames et messieurs, pour en parler, nous recevons à Instant Vérité monsieur Bamba Amara, le directeur de cabinet d'Adama Toungara, le maire de la commune d'Abobo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Adama Toungara est aux affaires à la mairie d'Abobo depuis 2001. Oui. Donc, 17 ans après, il est en train de construire un musée d'art moderne. Dites-nous à quoi répond la réalisation d'un tel édifice. Ok, merci beaucoup. Je voudrais, avant tout propos, d'abord rendre les honneurs au ministre Adama Toungara, maire d'Abobo, et aussi à ses adjoints que sont Mme Peumont, Madame le ministre Pémon et puis Madame le ministre Kandia. Pour dire vrai, je pense que fondamentalement, il n'y a pas de polémique. Comme on le sait très bien pour tout économiste, les besoins sont illimités, mais les ressources sont souvent rares. Pour le maire Adama Toungara, lorsque nous trouvons la commune en 2001, vraiment, il n'y avait pratiquement rien. Mais pour revenir au sujet, je reviens, pour revenir au sujet, je dirais que en fait, l'œuvre, il est éventuellement individuel. Ce n'est pas une œuvre conçue par la mairie, c'est le ministre qui a décidé, compte tenu d'un certain nombre de réalités de la commune d'Abobo, d'offrir un musée d'art contemporain. Quelle réalité? En fait, au niveau d'Abobo, ce que nous avons constaté, tous les bons artistes en termes de musique, tous les bons artisans en termes de construction, en termes de réalisation, tout ce qui est vraiment culturel de bon vient d'Abobo, au niveau éventuellement d'Abidjan. Donc, en homme visionnaire, comme il a fait en son temps avec le président Oufouet, en proposant la construction de la scie, la pétroscie, au moment où nous n'avions même pas de puits de pétrole, il a vraiment pensé lui-même offrir ce cadeau-là à la commune d'Abobo. Alors, il a pensé offrir un musée d'art moderne à la commune d'Abobo. Je ne sais pas si vous-même, vous qui êtes le directeur de cabinet du maire d'Abobo, est-ce que vous voyez un peu le parallèle que déjà tous les habitants d'Abobo se font, le parallèle que font également tous ceux qui ne sont pas à Abobo. Alors, selon nos informations, le maire n'est pas à sa première réalisation.
de modernisation. Oui. Alors, la nouvelle gare moderne, le centre culturel d'Abobo. Alors, des édifices qui ne sont pas fréquentés par les populations d'Abobo elles-mêmes. Alors, selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent ce désintérêt? Non, il n'y a pas de désintérêt. En toute chose, il y a une programmation. Comme je l'ai dit, le musée d'abord, ça répond à 3 critères. Il y a le critère social, le critère économique et le critère culturel. Et la question que je vous pose... je voudrais vous dire, vous allez actuellement à la nouvelle gare, parce que les œuvres avant-gardistes vraiment prennent du temps à prendre. Parce que quand vous avez une vision et que éventuellement, par rapport à la mentalité, par rapport au contexte culturel, les gens ne sont pas prêts à accepter cela. Bon, ben, ça met du temps, mais cela ne veut pas dire que l'impact économique, l'impact social, vraiment n'y est pas. Nous sommes passés le samedi, Oui. devant le centre culturel d'Abobo. Qu'est-ce qu'il y avait dans le centre culturel d'Abobo, Monsieur Amara? Il n'y avait rien dans le centre culturel d'Abobo. Donc, qu'est-ce qui explique ce désintérêt? Est-ce que Abobo a vraiment besoin d'un musée d'art? Non, s'il vous plaît, c'est qu'il y a un peu d'amalgame. Le centre culturel, ça c'est une œuvre de l'État. Ça, c'est pas une œuvre de la commune. Je veux dire, mais de toutes les façons... Les réalisations propres, je ne parle pas des réalisations de la commune. Les réalisations de la commune, il y a les voies. On ne va pas se tendre là-dessus. Toujours est-il que... Non, s'il vous attendez. plaît, il faudrait aussi pour une bonne compréhension oui. qu'on puisse au moins essayer de dire ce qu'il y a. Mais toujours est-il que Abobo, actuellement, est-ce que Abobo a vraiment besoin d'un musée d'art moderne? Oui, Abobo a besoin d'un musée d'art moderne. Bon, pourtant, sur le plan économique, parce que c'est un édifice qui va apporter effectivement du boulot à nos jeunes. C'est un édifice socialement qui va permettre d'intégrer tous les artistes, les meilleurs artistes de Côte d'Ivoire, les meilleurs artisans de Côte d'Ivoire qui viennent d'Abobo. Combien d'artisans y a-t-il à Abobo? Ah mais écoute, mais tous les artistes que vous voyez pratiquement sur la scène. Prenez pour exemple à la francophonie, le jeune Baba Touré qui a ouvert la francophonie. Il vient d'où? Il vient d'Abobo. Et il vient chaque année avec un contingent d'Européens pour pouvoir les former sur place à Abobo. Vous voyez que vraiment c'est important. Et en plus de ça, les artisans, c'est-à-dire les petits menuisiers, les petits cordonniers, tout ce qu'il y a comme artisans, ils sont obligés. La population d'Abobo est estimée à 2 millions et quelques. À 2 millions et quelques. Voilà. Ils sont des milliers. C'est eux qui se retrouvent au plateau, c'est eux qui se retrouvent à Cocody, c'est eux qui se retrouvent peut-être à Trècheville. Le matin, allez-y à Abobo. Lorsque vous sortez à Abobo le matin, vous voyez toute cette foule-là qui sort. C'est un peu ça. Alors, à combien s'élève la construction de l'édifice? La construction de l'édifice, non, ben, moi je ne peux pas vous le dire, parce que c'est une œuvre personnelle. C'est ce que j'ai dit. C'est une œuvre personnelle, quelqu'un qui prend son argent pour pouvoir construire quelque chose. Nous avons pris nos informations, l'on parle de quelques milliards de francs CFA. Ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez? De quelques milliards de francs CFA, alors que Abobo a faim. Non, Abobo n'a pas faim. Vous pouvez me dire que peut-être que le cadre de vie des gens d'Abobo, peut-être c'est ça qui reste à désirer. Mais je vais vous dire bien, c'est-à-dire vous allez dans toutes les grandes places d'Abidjan, les grands restaurants, les grands édifices des choses, c'est les gens d'Abobo que vous trouvez là. La nuit, quand vous venez à Cocody ici, ils sont ici. Et vous allez tenir vous bien, allez-y à Ndotré actuellement. Il y a un Libanais qui a construit un truc formidable, mais vous allez, ça ne désemplit pas. Donc, ok. C'est ça en fait la réalité. Le problème, il ne faudrait pas qu'on aille dans tous les sens. Monsieur on ne Amara, va pas dans tous les sens, moi je suis précis. Monsieur Amara, le problème ici, c'est que Abobo a des priorités. Quand vous regardez la commune d'Abobo, elle a des priorités. Cette commune, Abobo est sale. Oui. Pardonnez-moi de le dire, mais il y a une insalubrité, je vais dire, criarde. À Abobo, tout le monde le voit. Bon. Abobo, c'est vraiment difficile. Il y a un foisonnement de petits commerces. Ça, qui est synonyme d'un secteur informel croissant. Justement, il faut pouvoir peut-être les aider en créant des structures et des infrastructures pour qu'ils puissent s'intégrer. Pourquoi le maire ne prend pas des mesures pour améliorer, ne serait-ce qu'un temps soit peu, les conditions de vie des populations d'Abobo et il se met à construire un musée d'art moderne? Oui, mais ça, c'est peut-être le commandant de Motel qui pense comme ça. C'est un programme, il y a un programme qui est peut-être fait, un programme triennal. Vous allez voir que dans peu de temps, il y a le CHU d'Abobo qui va peut-être émerger à partir du Coco Service. Et au-delà de ça, par rapport aux voiries, il y a suffisamment, vous allez peut-être vers Agnaman,
vous allez voir qu'actuellement, on est en train de faire du goudron pour aller jusqu'à Radio Arc-en-Ciel. Ben, c'est énorme. Parce qu'en fait, d'abord, dans un premier temps, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Abobo n'était même pas dans le plan directeur d'Abidjan. Abobo a été construit comment? C'est-à-dire tous les déplacés du plateau, lorsqu'on devait, s'il vous plaît, oui, allons-y, il faudrait quand même que les gens comprennent. Pour pouvoir au moins, ne tombons pas sur la fin. Commençons par le début pour pouvoir aller comprendre la situation d'Abobo. Au départ, lorsqu'on devait construire, le président Oufouette devait construire le plateau, tous ceux qui ont été déguerpis ont été déversés à Abobo, sans plan. Tous ceux qui, à Cocody, ici, ont été déguerpis à partir du site actuel de l'université de Cocody, oui. Ont été déversés à Abobo. Tous ceux qui ont été déguerpis à Trècheville ont été déversés à Abobo. A été construit de façon vraiment ça n'a même pas été construit. C'est-à-dire on a pris des gens qu'on a mis là, c'est à nous à notre tour. Monsieur Amara, on va optimiser le débat. Il s'agit de quoi? Il s'agit de savoir que la commune d'Abobo, c'est vrai, n'a pas été construite selon les normes, comme vous avez dit. C'est ce que nous sommes en train de faire. Adama Toungara est là depuis 17 ans. Oui. Qu'a-t-il fait réellement pour pallier cette difficulté-là? D'accord. Qu'a-t-il fait? Dans un premier temps, d'abord, il y a la voirie. Vous prenez un quartier, par exemple, comme Kennedy Kocha, on ne pourrait même pas y circuler. Vous allez aujourd'hui, à partir de la gare, jusqu'à au cimetière, vraiment, tout a été goudronné. Vous prenez un quartier comme Sagbé, c'est-à-dire derrière Rail, que les uns et les autres craignent. Vous allez là-bas, actuellement, tout a été goudronné jusqu'à à l'arrêt. En fait, c'est comme ça. Et à son temps, lorsque nous arrivions, c'est dans les Woutros, c'est-à-dire dans les choses que les gens prenaient des gens pour les envoyer à l'hôpital. Mais aujourd'hui, actuellement, les gens peuvent circuler. Tout dernièrement, sur les réseaux sociaux, pardonnez-moi pardonnez-moi, nous sommes vraiment... nous sommes tenus par des impératifs publicitaires. Alors donc, on va aller à la publicité et on revient à vous. Vous allez continuer. Voilà, donc c'est la publicité. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du système judiciaire pénitentiaire C2D, Justice en Côte d'Ivoire, financé par le contrat de désendettement et de développement, C2D, le tribunal de commerce d'Abidjan organise au Golf Hotel à Cocody les 22 et 23 janvier 2018, les 3e journées d'échange de meilleures pratiques en justice commerciale en Afrique, zone OHADA. Elles auront pour thème le recouvrement des créances commerciales dans la zone OHADA. Rendez-vous le 22 janvier 2018 au Golf Hotel Cocody pour la cérémonie d'ouverture. Le transport routier est l'une des sources importantes de pollution de l'air dans notre pays. Les gaz émis par les véhicules polluants exposent notre population à des maladies respiratoires et cardiovasculaires, particulièrement en milieu urbain. Chers transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants tout en veillant à leur entretien régulier. Ainsi, préviendrons-nous les maladies liées à l'inhalation des gaz toxiques des véhicules. Transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire, stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Instant Vérité. Mesdames et messieurs, vous êtes dans Matin Bonheur et nous étions avec monsieur monsieur Bamba Amara. Voilà, il est le directeur de cabinet du maire de la commune d'Abobo, Adama Toungara. Et nous parlions justement de quel intérêt de construire un musée d'art moderne à Abobo, alors qu'il y a des priorités. Alors, quelles sont les priorités pour la commune d'Abobo pour le maire? Quelles sont les priorités qu'il a? Comme je le disais, en son temps, la voie sans manquer, la mairie, ça a été décrié. Aujourd'hui, effectivement, vous passez sur cette voie, bon, il n'y a pas de problème. Mais le problème, comme souvent, les gens ne comprennent pas, le développement, la base du développement, c'est le changement de mentalité. Oui, monsieur Amara, quelles sont les priorités? Non, la question, c'est quelles sont les priorités? Déclinez-nous les priorités. Si éventuellement, on ne peut pas, parce que ça dit tout d'égo, on peut pas décliner les priorités, il faudrait quand même que les gens comprennent que vraiment c'est un lien. Un programme, c'est un lien et tout se tient. Comme je l'ai dit, vraiment, le développement, la base du développement, c'est le changement de mentalité. D'abord, la priorité du maire, c'est-à-dire le cadre de la gare, il faudrait quand même que le cadre de la gare change. Donc, à la gare, il y a d'abord le musée moderne, que lui-même, il a conçu sur fonds propres. Et ensuite, il y a, comment on appelle ça,
le centre commercial Jean Sokosé, que Carrefour doit peut-être construire actuellement, qui est vraiment fini. Pour qu'au moins le visage, quand on rentre à Abobo, déjà, il y a un changement. À partir de ce changement, il y a un déclic qui se fait au niveau mental et vraiment tout se tient. Mais ce changement-là, il doit aller avec un élément assez important, c'est le cadre de vie. Mais le cadre de vie, c'est ce que je dis. D'abord, nous, on engage en changeant le cadre de vie de ce qui est la porte d'entrée. À partir de ce moment, tout le reste suit. Vous avez changé le cadre de vie. Prenez le cas, samedi, nous étions à Bobo. Samedi, nous étions à Bobo. On a vu des immondices. On a vu les caniveaux. On a vu ça. Mais comment construire un musée d'art moderne, construire un centre culturel, construire un supermarché dans un tel cadre? S'il vous plaît, les réalisations n'ont rien à voir avec ça. Ça effectivement, c'est des problèmes de comportement citoyen. Ça dit que les éléments, les habitants, il faudrait peut-être d'abord les éduquer à assainir leur environnement. Qu'est-ce que le maire fait dans ce sens? Mais on le fait. Parce qu'en fait, on est en contact avec le ministère de l'Environnement, avec tout le cadre pour qu'au moins, à un moment donné, qu'il y ait des interventions en termes de grand ménage. Et il y a aussi la sensibilisation. Donc vous attendez le ministère, s'il vous plaît, pour nous aider à pouvoir d'abord assainir à Bobo. Vous attendez le ministère de la Salubrité. On n'a pas dit qu'on attendait le ministère de la Salubrité. Il faut bien comprendre, il y a deux niveaux. D'abord, agir sur les mentalités, pour qu'au moins les mentalités changent, pour que, bon, celui qui peut-être finit de manger une galette devant sa porte ne puisse pas jeter les ordures comme les gens d'Abobo le font dans les caniveaux. Ah, vous le reconnaissez? Oui, ben justement. Donc, il faut d'abord quand même un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, c'est à cela que nous en tenons. D'accord. La dernière question, Monsieur Amara. Est-ce que créer un nouveau visage à Bobo, créer un tel projet, ce n'est pas une opération de communication, ce n'est pas une campagne avant le lancement officiel des campagnes, vu que nous avons les municipales et les sénatoriales? Est-ce que ce n'est pas une campagne avant la campagne officielle? Non, je ne pense pas. Parce que, en fait, tout ce qui se fait maintenant, a été programmé. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. Tout ce qui se fait maintenant a été programmé depuis un certain moment. C'est de la politique. Même, ce n'est pas de la politique. Parce qu'en son temps, lorsque le maire a demandé le plan Marshall au président de la République et qu'on nous a accordé pratiquement près de 174 milliards, ce n'était pas maintenant. C'est des années avant. Donc, en fait, ce n'est pas de la politique. Le maire, il ne fait pas de la politique politicienne. Il est venu pour pouvoir aider la commune d'Abobo et à pouvoir avancer. Donc, merci donc, messieurs. Nous sommes vraiment tenus par l'heure. Alors, on attend que le maire d'Abobo fasse ce qu'il doit faire pour que Abobo soit vraiment... Et ça sera fait. Voilà, un quartier reluisant, un quartier à une fière allure. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin. Merci, monsieur Bamba Amara. Merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité apporter ces éclairages. Alors, c'est la fin donc, de cette rubrique. Je vous laisse avec Nessie et Marco. Merci beaucoup. On va aller rapidement parce qu'il ne nous reste plus assez de temps pour la dernière ligne droite de cette émission concernant la thématique. Et vous le savez, le lundi, on parle d'économie, tout ce qui vraiment s'arrime à l'économie et permet de tirer la société vers le haut. Nous avons le grand plaisir d'avoir sur ce plateau le docteur Allo Richard. C'est cela. Il est directeur exécutif d'une association qui fait du bien à la famille. C'est l'association ivoirienne du bien-être familial qui existe depuis... Le 11 septembre 1979. OK, 11 septembre 1979. Information importante parce que Nessie et moi, on n'était pratiquement pas encore bien lucides. Alors, depuis 4 ans, il est donc directeur exécutif et il va nous parler un peu de l'importance de la planification familiale sur l'économie et si cela peut nous tirer vers l'émergence tant prisée, tant attendue. Élément explicatif et on se retrouve pour la discussion. La planification familiale peut se traduire sur plusieurs actes. Planification budgétaire, planification spirituelle, planification socio-économique. La planification familiale et les apports économiques sur l'épanouissement d'une famille ou d'une communauté va faire en sorte que selon ce que tu gagnes, tu organises ta vision selon tes règles.
c'est tout simplement l'espacement des naissances. La planification familiale, c'est l'espace entre les enfants. La planification familiale ou le planning familial est l'ensemble des méthodes contraceptives, des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles d'avoir un enfant. La planification familiale permet aussi aux populations d'atteindre le nombre souhaité d'enfants et de déterminer quel sera l'espacement des naissances. On fait recours à la planification familiale, c'est pour juste prévoir comment est-ce qu'on doit espacer les enfants. Parce que tout simplement, la vie économique est extrêmement chère en ce moment et les enfants, on peut en faire. Mais il faut en faire pour pouvoir réellement s'en occuper. Permettre de espacer les naissances et puis épanouir économiquement les familles. Promouvoir la planification familiale et son adoption au sein des familles est essentiel si l'on veut assurer le bien-être et l'autonomie des femmes tout en soutenant la santé et le développement des communautés. Le planning familial prévient les risques sanitaires liés à la grossesse chez les femmes car la capacité d'une femme d'espacer et de limiter ses grossesses a des conséquences directes sur sa santé et son bien-être. Elle donne aussi la possibilité de retarder les grossesses chez les jeunes filles. Les grossesses précoces étant associées à un risque élevé de problèmes de santé et de décès. Le planning familial contribue à réduire la mortalité infantile, prévient le VIH-Sida, ralentit la croissance de la population en réduisant le taux de grossesse non désirée, évitant les avortements et les risques de mortalité. La planification familiale et l'essor économique veut dire qu'il faut aujourd'hui en Côte d'Ivoire le nombre d'enfants qu'on souhaite faire soit en corrélation avec les moyens qu'on a. Disons, si vous avez un petit revenu, en accord avec ta famille et tes propres charges, il faut faire le nombre d'enfants en conformité avec tes revenus. Il va de soi que émergence, cohésion ne peuvent aller sans moyens matériels. La famille est bien, mais la famille qu'on peut entretenir est meilleure. La planification familiale apporte une contribution majeure pour améliorer la santé des mères et des enfants, tout en autonomisant les femmes à participer pleinement à la production économique et en permettant aux familles d'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. La planification familiale contribue également à réduire le niveau élevé de croissance démographique dans nos pays, améliorant ainsi la capacité de nos gouvernements à faire les investissements nécessaires pour améliorer la qualité du capital humain, réduire la pauvreté et la faim, qui sont des facteurs essentiels contribuant à la relance économique. Ben voilà, de retour sur votre plateau de Matin Bonheur. Dernière ligne droite, c'était l'élément explicatif de la thématique du jour, planification familiale et relance économique. Et nous avons avec nous M. Allo Richard, directeur exécutif de l'AIBF. Alors après l'élément qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a une autre définition de la planification familiale? Je crois que tout a été bien dit. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est un ensemble de méthodes, mais aussi un ensemble de services. Les services étant donc l'information, la communication, l'éducation qu'on donne aux populations pour le changement des comportements en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Et donc les méthodes, on en a parlé, les méthodes pour espacer les naissances. Vous avez plusieurs méthodes, notamment les pilules que vous connaissez bien, les implants, les stérilés. Tout ça sont des méthodes qui permettent d'espacer les enfants, donc de convenir avec sa conjointe le nombre d'enfants qu'on veut avoir et au moment où on veut les avoir. Oui, voilà, donc il faut combiner deux. Il y a les méthodes et il y a les services pour permettre donc au couple de désirer le nombre d'enfants qu'ils veulent au moment où on veut les avoir. Alors l'idée, c'est donc de tabler sur la bonne organisation en famille, dans le couple. Si on arrive à planifier dans ce premier socle-là de la société, ça a des incidences indiscutables sur la marge de la société, donc sur l'économie. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, la cellule familiale, c'est le maillon de la société. Le maillon de base. Le maillon de base de la société. Donc, à partir du moment où le maillon de base de la société a mis en place un plan pour des objectifs bien précis, donc planifié pour permettre à la famille d'aller vers le bien-être des familles, pour permettre à la famille de scolariser ses enfants, de permettre à la famille de prendre en charge les frais d'éducation, les frais de santé, d'hébergement des enfants et de la famille. Normalement, on pourrait donc, à échelle nationale, on pourrait traduire cela par un gain au niveau de la famille en termes d'épargne, qui permettrait donc à la famille de transformer cette épargne en investissement, donc pour créer sa petite entreprise, pour créer des petites affaires pour être autonome, donc pour accroître la richesse de la famille, et au plan national,
Donc l'État va avoir une épargne et l'État va transformer donc cette épargne en investissement public. Tout à l'heure, on parlait d'infrastructures à Bobo. Donc, des routes vont nous permettre d'évacuer nos productions. Les écoles vont permettre d'accueillir les enfants. Les enseignants seront là pour donner la qualité de l'éducation qu'il faut. Et nous serons donc sur le chantier de la croissance économique. Donc, on va dépenser moins, on va économiser plus. Et cela va nous permettre de faire les dépenses que l'État se propose de faire, et aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau de l'État, au niveau du pays tout entier. Mais monsieur Allo Richard, oui. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, la richesse, ce sont les enfants. Tout à fait. Vous imaginez, parce que les enfants constituent une main-d'œuvre. On se dit, plus on a d'enfants, plus on a la possibilité, on a la main-d'œuvre pour travailler dans les champs, on a suffisamment de moyens, parce que quand le père de famille décède, que tout le monde se rassemble pour faire une cotisation, ça fait quelque chose de consistant pour les obsèques du père. Et aujourd'hui, vous nous parlez de planification familiale. Est-ce que ce n'est pas un leurre d'essayer de l'imposer ici, dans nos mœurs? Non, ce n'est pas un leurre, le mot est même trop fort. Oui, dans nos économies anciennes, où on parlait d'économie agricole, on avait besoin de main-d'œuvre pour travailler. Aujourd'hui, il y a une transformation de l'économie. On n'est plus à l'ère de la main-d'œuvre agricole. Donc, une petite partie de la population produit ce que tout le pays peut donc consommer. Et donc, on passe à l'ère de la transformation des produits agricoles. On parle de plus en plus de transformer notre café, notre cacao donc en produits finis ou semi-finis. Et donc, on a besoin de main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Donc, si vous avez beaucoup d'enfants, ce n'est pas certain que vous pouvez payer ou prendre en charge les frais d'études. Le travail des enfants, soit dit en passant, est réglementé aussi. Exactement. Voilà. Il faut le faire avec cette ONG sœur. Et donc, vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour prendre en charge les frais de scolarité des enfants, pour avoir des enfants qualifiés, parce que c'est ça qu'on cherche. Les enfants de quantité, ça a existé. Maintenant, il faut des enfants de qualité pour que nous puissions amorcer ensemble le développement. Donc, l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sans oublier que la place des enfants, avant tout, c'est à l'école et on n'a pas le droit de faire travailler des enfants dans naissance. Ça, c'est très important à préciser parce que la Côte d'Ivoire a signé des traités au niveau de l'international. Il faut ajouter également, si vous êtes 15 dans la famille et que ces 15 personnes ne travaillent pas, si le père décède, on ne pourra rien faire. Par contre, si vous êtes deux et que vous êtes deux directeurs, quand le père décède, vous avez les moyens pour prendre en charge les frais de funérailles. Donc ça, c'est pas... Je veux dire, donc la qualité d'abord, la quantité, ça c'était par le passé. Alors, docteur Allo, par le passé justement, la population de la Côte d'Ivoire a été multipliée par 3 depuis 1975 où on était à près de 7 millions d'habitants. Aujourd'hui nous sommes à 22,7 depuis 2014 je crois. 2012-2014 concernant les derniers recensements. Oui, la médecine a évolué, on vit un peu plus longtemps, les infrastructures également suivent. Donc c'est un bon socle pour amorcer le développement concret. Tout à fait. C'est un bon socle pour amorcer le développement concret. Donc, ça suppose que pour amorcer ce développement concret, il faut que nous ayons les bagages nécessaires pour l'amorcer. Donc, vous avez dit, concrètement? OK. D'abord, bagage intellectuel. C'est important. Donc, il faut qu'on soit formé. Bagage au niveau du civisme. Il faut qu'on soit, d'un point de vue nationaliste, que le civisme suive. Parce que on a vu tout à l'heure qu'on jette les ordures un peu partout. Même si vous êtes développé et que les caniveaux sont pleins d'ordures, c'est tout à fait normal qu'en période de pluie, on puisse pas, donc il y ait des maisons qui sont inondées puisque l'eau ne peut pas circuler correctement. Donc il faut ce bagage intellectuel et il faut aussi, j'aurais dit, l'État également qui prenne le devant des choses. Pourquoi? Parce que, comme disait un de mes maîtres, Jean-Pierre Guingamp, j'aurais dit, la démographie que nous cherchons à freiner. Quand je dis freiner, ça veut dire que nous cherchons à créer des enfants de qualité, non des enfants de quantité. Donc cette démographie-là... Cette expression me gêne. Quand vous dites des enfants de qualité... D'accord, ce que je voulais dire... Des enfants, ce sont des enfants. Ce que je voulais dire, les enfants... Dans ce que Nessie a dit aussi, qui est très important, c'est qu'il y a une dose psychologique. Dans l'imagerie populaire, l'enfant, c'est la puissance, c'est la richesse en Afrique. Quand vous parlez d'enfants de qualité, enfants de quantité, un enfant, c'est un enfant, tout simplement. Un enfant, c'est un enfant, effectivement. Ouais. Un enfant, c'est un enfant. Mais nous voudrons avoir des enfants, comme l'a dit l'élément tout à l'heure, des enfants qui cadrent avec la bourse de la famille. Si vous avez, comme on dit chez nous, pour ceux qui ont grandi au champ, quand après les travaux champêtres, que vous devez rentrer à la maison, vous avez votre capacité, c'est de prendre un régime de bananes sur la tête. Si pour des raisons X, Y de la famille, on vous amène 3 régimes, vous verrez,
avec la difficulté avec laquelle vous allez vous déplacer, la difficulté avec laquelle vous verrez la sueur couler à grosses gouttes pour dire que vous avez pris le poids qui dépasse votre capacité. Vous voyez, donc il faut faire les enfants par rapport à la bourse de la famille. Okay. Voilà. D'accord. Alors, on a des pays qui ont réussi ce pari-là, celui de la planification familiale. Quelle a été leur stratégie? Je crois que diverses stratégies ont été mises en place. Par exemple, le cas de la Tunisie, le cas du Maroc. En 1955-1960, la Tunisie était à 6 enfants, enfin, j'aurais dit 6 enfants par femme. Un peu plus de 6 enfants par femme. Et donc, ils ont décidé de mettre la plupart d'une politique volontariste et mettre les femmes sous contraception. Donc, c'est vrai, décider de faire le nombre d'enfants qu'on veut, c'est un libre choix. Mais ce libre choix doit être éclairé. Et donc, les ONG, la politique devrait donc s'impliquer pour que les informations soient données de façon nécessaire, enfin, les informations nécessaires soient données aux uns aux autres pour qu'on fasse les enfants selon nos possibilités. Et donc, la Tunisie a dit, OK, nous voulons avoir un PIB par habitant élevé, donc il faut réduire que la richesse du pays, le PIB c'est la richesse du pays, pour que la richesse puisse être importante pour nous tous, parce que si nous sommes 3 et que nous avons 3 000 à partager, chacun aura 1 000 francs. Mais si nous sommes 6, nous aurons 500 francs. Et nous sommes 12, vous voyez combien ça va dégringoler. Donc, plus on est nombreux, plus la richesse ne suffit pas pour nous tous. Donc la Tunisie dit, nous on va mettre l'accent sur le nombre d'enfants à mettre en place. Et donc on a augmenté la prévalence contraceptive en mettant en exergue l'offre de services de qualité de planification familiale. Ça a mené la Tunisie de 1960 à 2004 à 2 enfants par femme. Oui. Et donc le PIB par habitant s'est élevé autour de 13 000 $, alors qu'au départ, nous étions à 3 000 et quelques $. Ouais, donc c'est important. Le Maroc a fait pareil. Des pays émergents comme le Japon. Au Japon, c'est une politique volontariste. Vous ne pouvez pas faire plus de 2 enfants. La Chine également. La Chine également. Ouais, donc ce sont d'aller dire, des choix assez difficiles, mais assez forts. Mais ces choix ont porté dans la mesure où vous connaissez ces 2 pays-là, sont des pays développés en ce moment. Mais ces choix ont porté aussi parce que chaque pays a ses réalités, chaque pays a sa psychologie, chaque pays a sa sociologie. Tout à fait. On ne va pas forcément prendre les recettes tunisiennes pour le mettre en Côte d'Ivoire. Chaque jour, par exemple, par les statistiques, mais cette fois de notre pays, ce qui est plus proche, 158 enfants de moins de d'1 an meurent par jour, soit près de 7 enfants en moyenne chaque heure. Il y a 14 femmes qui meurent chaque jour suite à une complication liée à la grossesse, à l'accouchement ou aux suites de couches, soit en moyenne une femme toutes les 2 heures. Tout à fait. Moi, la question que je veux vous poser, docteur Allo, est-ce que la planification familiale qui doit faire avancer l'économie n'est pas subséquente au bien-être des parents eux-mêmes? Des parents qui évoluent dans un pays bien organisé, tout est respecté, où tout est bien, où la situation socio-politique aussi est bien. Tout ça, ça participe de la psychologie des parents, donc ça agit indubitablement sur leur manière d'appréhender la famille. Oui, c'est exact de le dire, mais il faut noter également que la planification familiale, c'est le moyen le plus sage. C'est le moyen le moins coûteux pour arriver au bien-être des familles et pour arriver donc à accroître la croissance d'un pays, la croissance économique d'un pays, et donc atteindre le développement. Vous voyez, c'est un calcul très simple. Si nous décidons aujourd'hui que nous allons réglementer, je dis pas, quand je dis réglementer, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire qui dise ou qui limite le nombre de naissances des enfants. Donc c'est un libre choix. Mais cependant, ce libre choix-là, il faut le faire en tenant compte de nos richesses, en tenant compte de la logistique. Si vous avez, de nos réalités. Si vous avez une chambre et un salon, vous n'allez pas faire 4 enfants. Parce que vous allez dormir dans la chambre avec votre épouse, c'est vrai. Mais les enfants dormiront au salon. Oui, donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Les maisons sont de plus en plus chères avec tout ce que nous avons vécu. Parce que la population, la population ivoirienne s'est accrue de façon rapide. Et comme disait, je peux citer Malthus, les biens économiques croient de façon arithmétique et la population croît de façon exponentielle. Donc si la croissance démographique est très élevée, il va de soi que la richesse que nous allons produire, quel que soit le nombre de travail que nous allons consacrer à la produire, ça ne va pas suffire. Parce que nous sommes nombreux à le partager. Et donc je pense, c'est vrai que
le niveau de vie, le niveau de développement, tout ça, ça participe. Mais quand la Tunisie avait commencé en 1955, la Tunisie n'était pas aussi développée que la Côte d'Ivoire. Okay. Oui. On va revenir à vous, docteur Allo. Je rappelle que vous pouvez nous poser toutes les questions, mesdames et messieurs, sur le hashtag Matin Bonheur. Dans quelques instants seulement, on va revenir pour poursuivre la discussion très enrichissante. Nous parlons donc de planning familial et relance économique. La pub, et on se retrouve juste après. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et maintenant du Mali. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. Avec nous, tout devient possible. Profitez. Planification familiale et relance économique, tel est le sujet de notre thématique économie de ce jour. Nous avons avec nous Allo Richard, le directeur exécutif de l'AIBF, avec qui on parle. Monsieur, vous nous avez parlé des contraceptifs. Docteur Allo Richard. Docteur, s'il vous plaît. On a César, c'est qui est à Richard. C'est qui est à César, bien sûr. Donc, vous nous parliez, avant la coupure publicitaire, de l'utilisation des contraceptifs pour faciliter la planification familiale. Est-ce le seul moyen de planification? Ce n'est pas le seul moyen de planification, parce que si vous voyez bien dans nos sociétés traditionnelles, quand par exemple une femme donne naissance à un bébé, la maman de la femme, donc la belle-mère, vient rester dans la famille, donc c'est la belle-mère qui s'occupe de l'enfant, donc la maman du bébé et la belle-mère partagent la même chambre. Donc ça évite donc le contact entre le mari et son épouse. Vous voyez, donc ça évite donc les rapports sexuels. Et la femme a le temps, le nombre de temps que la belle-mère passera dans la maison, c'est une période pour observer donc l'abstinence par rapport au couple. Donc c'était un moyen de contraception. Et j'ai dit tout à l'heure que ce sont les méthodes, mais c'est aussi les services. Les services, c'est l'information, c'est l'éducation, c'est la communication. Oui, donc il y a l'éducation pour changer le comportement des uns des autres qu'on peut enseigner. Donc c'est tout cet ensemble-là qui permettent donc au couple d'espacer les naissances, de choisir le nombre d'enfants. Et donc les méthodes de contraception modernes que nous avons ne sont pas les seules. Docteur Allo Richard, il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. En quoi la planification concrètement peut nous tirer vers le développement? Concrètement, ça peut se traduire, je dis ça comme ça, en combien de routes, en combien quel genre d'infrastructures, combien de ponts? Oui,
c'est peut-être difficile de donner des chiffres comme ça parce que les édifices, les ponts et autres ont des coûts. Et ça dépend vous êtes à l'origine, il y a un projet magnifique là qui s'appelle le projet Rapide. Oui, le projet Rapide, tout à fait. Qui est une très bonne base. Et donc, c'est mu de ce projet-là que je vous pose cette question. Encore une fois, ce sont des estimations. Mais par exemple, si la population ivoirienne aujourd'hui a 22 millions d'habitants, si nous décidons, ou si nous amenons les uns et les autres à avoir un comportement responsable vis-à-vis de rapports sexuels, vis-à-vis du nombre d'enfants qu'on peut avoir, vis-à-vis de la cohésion dans le couple, comment les rapports et autres, on pourrait économiser. Parce que chaque année, l'État construit de nouvelles écoles. Chaque année, l'État construit de nouveaux édifices pour la santé, etc. Donc, on a des hôpitaux. On vient de faire l'inauguration du 4e CHU. Donc, c'est des coûts énormes. Vous voyez. Mais si on ralentit un tant soit peu la prévalence contraceptive, c'est-à-dire si ce que j'appelle on ralentit le nombre d'enfants que nous voulons faire, on va avoir un gain au niveau de l'État qui va nous permettre donc d'économiser pour éviter de recruter de nouveaux enseignants, pour éviter de recruter des médecins, des sages-femmes. Combien d'enfants par femme déjà en Côte d'Ivoire? On a en moyenne 5 enfants par femme. Et depuis l'indépendance, ça tourne. Hein. C'était un peu plus de 5. Là, on est à 5? Là, on est à 5. Je veux dire, ça peut aller. Mais c'est raisonnable, c'est vrai. Mais ceux qui ont réussi, parce que c'est ça, on ne va pas inventer la roue. Ceux qui ont réussi se trouvent à 1 enfant, à 2 enfants par femme. Mais avec les infrastructures qui vont avec, le couple est là, ils n'ont pas de distraction. Soyons concrets, ils n'ont pas de distraction. Yao vient du champ. Adjoa est assise en train de préparer. C'est la maison, champ, maison, champ, maison. Ils n'ont rien. Donc, quand c'est comme ça, le rapprochement est dans... Bon, on se comprend. Je veux dire, il faut des moyens, des choses qui permettent quand même au couple de vivre, parce que voilà. C'est exact. Mais parce qu'en Chine, quand on impose tel nombre d'enfants, au Japon ou bien en Tunisie, il y a les infrastructures qui vont avec. Qui accompagnent. Tout à fait, le cinéma et autres. Voilà. Il y a des usines aussi pour permettre aux hommes de travailler. Tout à fait. Mais si vous avez... Il voit sa femme tous les jours, tous les jours. Si sa femme est sous une méthode contraceptive, et puis aller avec elle tous les jours, elle ne sera pas enceinte. D'accord. Vous comprenez? Et ça permettra au couple d'avoir de l'argent de côté pour aller en vacances, pour venir à Abidjan, pour s'épanouir. Okay. Ouais, récemment, on a parlé d'immigration clandestine. Pour terminer, c'est une solution. Oui, d'immigration clandestine, vous voyez. Donc, c'est parce que la charge est trop que les gens se disent, bon, on va aller à l'aventure pour amoindrir la charge familiale. C'est une solution pour lutter contre l'immigration clandestine. Oui, bien sûr. Merci, docteur Allo Richard. C'est toujours un plaisir d'avoir des professionnels sur ce plateau pour parler de choses et d'autres afin de nous éclairer sur bon nombre de sujets. Retrouvez la rediffusion de cet élément donc aux alentours de 14h sur RTI1. Bon début de semaine à toutes et à tous et merci d'être sur RTI1. Ciao, ciao. Merci. À demain. Merci.